Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guité. Nous sommes le jeudi 21 mars 2024, ravis de vous retrouver à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Le régime CNDD-FDD ne cesse d'innover dans la criminalité. L'astuce utilisée aujourd'hui est de faire passer certains cas d'assassinat pour des vols mal tournés. Vous aurez les précisions dans cette édition. Dans cette édition, nous parlons également des inquiétudes du parti APDR à propos des paysans qui risquent de devenir des mendiants ou des sans-abri pour avoir vendu toutes leurs propriétés aux hautes autorités du pays ayant détourné les deniers publics. Et les travailleurs de la société sucrière Domoso Sosimo s'inquiètent du silence du gouvernement face au mauvais moment que traverse l'entreprise. Le détail tout de suite. Je vous le disais en titre, Gitega ne cesse d'innover dans la criminalité. L'astuce utilisée est de faire passer certains camps d'assassinat pour des vols mal tournés. Parmi les victimes, la RPA a pu identifier 2 personnes qui sont mortes dans les mêmes circonstances. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. La dernière victime, portée à la connaissance de la RPA, s'appelait Nestor Naouhiza, conducteur de taxi. Il était porté disparu depuis le 4 mars de cette année. Jusque ce mercredi 20 mars matin, les proches de Nestor avaient toujours espoir de le retrouver. Mais cet espoir fut anéanti par la découverte macabre du corps de Nestor Naouhiza dans une latrine se trouvant au domicile d'un certain Jean-Marie Nyonzima, Sise au quartier Luziba. Comme on peut le voir sur les photos, le corps de la victime était déjà en état avancé de décomposition. Côté police, ils disent avoir appréhendé le propriétaire de cette maison, de même que 2 de ses complices. Quelques jours auparavant, plus précisément le 11 mars, un autre corps sans vie avait été découvert dans un cimetière situé dans le même quartier de Luziba. Nous sommes en zone Kanyosha. Transporté d'urgence à la morgue de l'hôpital clinique Prince Louis Ouagassore, il sera vite identifié comme étant celui du nommé Emmanuel Ndagijimana. Gagnant sa vie en conduisant des taxis, il avait été porté disparu depuis le 7 de ce même mois de mars. Tout comme le premier, la police s'est empressée de dire qu'il avait déjà mis la main sur ses bourreaux. Et la police de préciser qu'il s'agit d'un groupe de bandits qui n'hésitent pas à commettre des crimes pour dépouiller leurs victimes. Mais ce qui a choqué, en plus d'étonner plus d'un, c'est qu'il n'y a pas eu de procès de flagrance, alors que les auteurs ont reconnu leurs crimes. Dans l'entretemps, selon les enquêtes de la RPA, la version donnée par la police n'est qu'un leurre. En effet, des sources fiables de la RPA au sein du Service national des renseignements burundais SNR en sigle révèlent que l'ordre d'exécuter ces 2 conducteurs de taxi émané de leur patron, le général Ildefonse Habarurema. C'est d'ailleurs pour cela que les 3 criminels ont vite été tirés du cachot de la zone Kanyosha, où ils étaient détenus en attendant leur procès pour être conduits au BCR, un transfert qui était supervisé par Eliphaz Nyongabo, responsable du SNR en mairie de Bujumbura, qui révèle les mêmes sources, a d'abord pris soin de récupérer tous les téléphones portables des prévenus. Aurait-il voulu effacer toute trace qui lierait son service à ses tueurs? Le fait est que le vol des véhicules n'a rien à voir avec l'assassinat de ces 2 citoyens. Et nos sources nous confient même que, avant d'être livrés à ceux qui allaient les exécuter, les 2 taximens ont d'abord été atrocement torturés, accusés d'avoir collaboré avec des groupes armés. Vous saurez qu'en plus d'être tous les 2 chauffeurs de taxi, Nestor Naouhiza et Emmanuel Ndagijimana étaient des amis proches. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. Arrestation hier d'un médecin pédiatre en mairie de Bujumbura. Dr Patrick Bitango Mutwenzi exerçait à la clinique maison médicale de Bujumbura. Il a été appréhendé la journée de ce mercredi par des agents du service national des renseignements. Ils l'ont tiré d'un taxi qui le déplaçait. Selon ses collègues, il serait victime d'un commentaire fait dans un groupe WhatsApp de médecins sur le travail de recherche de la vérité sur le passé du Burundi en cours d'exécution. Un commentaire qui a fâché certains et il a commencé à recevoir des menaces. Dr Patrick Bitango Mutwenzi est détenu par la documentation à mairie de Bujumbura.
Un autre citoyen a été arrêté par les agents de la documentation le matin de ce mercredi 20 mars 2024, toujours à mairie de Bujumbura. Ce citoyen est connu sous le nom d'Emmanuel Nyongabo. Il est président de la commission qui représente les propriétaires de 160 hectares du site Gasseng Nyakabondo. Ces propriétaires viennent de passer plus de 10 ans à réclamer les indemnisations de leurs parcelles qui ont été saisies par le gouvernement pour y construire des infrastructures de la présidence Nare House. Selon les informations qui nous parviennent, l'arrestation et la détention d'Emmanuel Nyongabo dans la documentation serait liée à l'intention de ces propriétaires de porter plainte contre le gouvernement devant la justice du fait qu'ils ont constaté que le gouvernement fait sourd oreille à leurs cris. Toujours au chapitre droits de l'homme, et ça fait maintenant plus d'une semaine depuis l'arrestation aux allées d'enlèvement de 2 femmes membres du parti CNL fidèles à Gatogwassa. À part que leurs proches ont été informés qu'elles sont détenues par la documentation tout près de la cathédrale Regina Mundi, aucun des membres des familles biologiques ou politiques ne les a revus depuis. Elles porteraient toujours les habits qu'elles portaient le jour de leur arrestation. Le point avec Hervé Seigneur Mongere. Ces femmes membres du parti CNL fidèles à Gatogwassa auraient été accusées de tenter de révolter les autres membres de ce parti le 10 mars, le jour du congrès tenu par les membres de l'aile qui s'opposent à Gatogwassa. Nibilandiji Agnès, représentante de la Ligue des femmes du CNL en province Kayanza, a été arrêtée le 10 mars, le jour même du congrès. Ouimane Jacqueline, représentante du CNL dans la nouvelle province de Buhumuza, elle a été arrêtée le 13 mars, soit 3 jours après la tenue du congrès. Cette enseignante revenait du travail dans l'après-midi car le patron de la documentation en province Muyinga l'a arrêté. Depuis l'arrestation, les membres de leur famille, aussi bien ceux de la famille biologique que ceux de la famille politique, n'ont pas eu droit à les voir. Tout ce qu'ils connaissent, c'est qu'ils sont détenus par la documentation dans les cachots qui se trouvent tout près de la cathédrale Regina Mundi. Personne donc ne connaît leur état de santé. L'on crée même qu'elles auraient été torturées. L'autre inquiétude, c'est en rapport avec la propriété. Elles n'auraient pas changé d'habit depuis leur arrestation. À ce propos, la rédaction de la RPA a cherché à joindre Sixte Bignini Muraba, président de la CNDH, mais il était à réunion. Merci à toi aussi, Hervé Seigneur Mongere. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. RPA. Le Burundi a besoin de l'aide financière de façon claire. Dire donc que le Burundi n'a pas besoin d'une aide, cela est un projet à long terme que le Burundi désire réaliser un jour. C'est diminuer les propos de Faustin Ndikumana, le président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences, par ses sigle. Selon Faustin Ndikumana, depuis 2015, le Burundi n'a rien accompli pour se développer au point qu'il ne nécessite pas de l'aide. De plus, la Banque mondiale, de même que la Banque africaine de développement, toutes ont récemment classé le Burundi parmi les pays qui ont besoin d'aide et dont on ne peut pas accorder de crédit. Écoutez plutôt Faustin Ndikumana. Au moment où il est développé actuellement en discours par les hommes politiques, comme quoi le Burundi n'a plus besoin d'aide actuellement, personne n'a voulu donner une analyse pour mettre les choses au clair. D'abord, premièrement, tout analyse même la théorie de l'émergence. Le Burundi s'est donné l'objectif de devenir un pays émergent en 2040, un pays développé en 2060. Or, pour atteindre l'émergence, il faut une démobilisation des financements. Et après avoir atteint l'émergence, le premier indicateur d'un pays émergent, c'est un pays qui n'a plus besoin d'aide. Ça veut dire que c'est en 2040 où on va juger si l'atteinte de l'émergence nous a permis justement de nous passer de l'aide publique au développement comme source de financement du développement économique. Alors, ne mettons pas le charrue devant les bœufs. Actuellement, on a encore besoin d'aide. Plutôt, les indicateurs par excellence d'un pays émergent, on va juger en 2040. Même sur l'histoire récente de notre pays, vous savez qu'au lendemain de la fin de la guerre en 2005, le Burundi, avec la politique IPPT, Initiative des pays pauvres, des pays très endettés de la Banque mondiale, a bénéficié de la suppression de l'endettement qu'il devait rembourser au lendemain de la fin de la guerre.
Et à l'époque, le Burundi devait alors bénéficier d'autres appuis comme dons pour asseoir son développement économique. Malheureusement, de 2016 à 2015, le Burundi n'a pas pu créer les conditions de croissance pour qu'en 2015, par exemple, on arrive à une situation de pouvoir nous passer de l'aide publique au développement. Et en 2015, le Burundi a plongé dans une crise encore politique sans précédent, avec comme conséquence l'assèchement des appuis des bailleurs de fonds, et le gouvernement a fait recours à l'endettement intérieur, qui est devenu explosif, qui a fait actuellement plus de 6 000 milliards de bif, mais malheureusement, l'augmentation de l'endettement intérieur n'avait pas permis de trouver solution à la question des devises, parce que les devises, la grande partie, provenait des appuis des bailleurs de fonds. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le pays est plongé dans une pénurie de devises endémique qui le maintient dans une situation de réserve de change de moins d'un mois d'importation. Par ailleurs aussi actuellement, le Burundi est encore éligible au budget des dons par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Faustin Ndikumana a invité les autorités burundaises de bien utiliser l'aide accordée au Burundi dans le but de voir s'il peut atteindre ses objectifs. Sinon, dire que le Burundi n'a pas besoin d'aide, cela n'est qu'une illusion, surtout aussi que même le budget de l'État pour ses projets d'avenir nécessite de l'aide pour qu'il soit réalisé. Encore une fois, Faustin Ndikumana. Le financement budgétaire actuel à travers la loi de finances montre que le pays a besoin de plus de 900 milliards de francs provenant de l'aide publique au développement. On ne peut pas alors nous passer de cette aide alors que nous le mentionnons même dans les sources potentielles devra financer les dépenses publiques pour l'exercice budgétaire, par exemple, 2023-2024. Actuellement, même le pays a bénéficié des appuis du Fonds monétaire international, même parmi les piliers de la vision 2040, et même au niveau du plan national de développement, il y a un pilier réservé à la coopération internationale pour la mobilisation des financements extérieurs. Dans le gouvernement, dans ce conseil des ministres du 25 janvier du 15 février, le gouvernement vient de ratifier un accord lui permettant d'accéder aux dons de Dolida pour d'abord financer l'importation des produits stratégiques et aussi pour financer la construction du barrage de Murene. Ça veut dire que nous avons encore besoin d'aide. Il faut plutôt une stratégie de mobilisation des financements à travers l'aide publique au développement ou l'investissement direct étranger, et par étape, on saura le type de financement qui nous est approprié selon nos capacités. Puis nous-mêmes, la banque, en 2010, a sorti un document montrant que le Burundi avait besoin, en 2010, plus de 6 milliards de dollars pour couvrir les besoins en infrastructure. Maintenant, on a revu à la hausse les besoins qui arrivent à plus de 10 milliards. Est-ce que le Burundi peut avoir les 10 milliards actuellement pour mobiliser au niveau du financement interne? Non. Aussi, il y a des ministères sociaux comme le ministère de la Santé publique qui a bénéficié encore des appuis au niveau de la lutte contre le SARS, la malaria, la tuberculose qui proviennent de l'Union mondiale. Le Burundi a encore besoin des appuis, d'aide. Il faut plutôt gérer cette aide, accroître notre capacité d'absorption, non seulement d'avoir notre défi, pouvoir même absorber l'aide dont on bénéficie auprès de ces bailleurs de fonds traditionnels, comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, et puis construire des infrastructures nécessaires ou bien asseoir des réformes permettant à accroître la bonne gouvernance, quitte à ce qu'on commence à mobiliser d'autres financements comme l'investissement direct étranger et aller même à pouvoir bénéficier des fonds, des crédits consistants, pouvoir élargir notre capacité de construction des infrastructures, et petit à petit, on va atteindre cette émergence qui nous permettra de commencer aussi à placer nos fonds sur les marchés financiers. Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, réagit après que le chef de l'État burundais annonce au public que le Burundi n'a pas besoin d'aide, mais qu'il peut aider d'autres pays pour le moment. Parlons politique à présent. Le régime en place au Burundi vient de restaurer le monopartisme avec le démantèlement du parti CNL. C'est ce que déclare le sénaré de Giriteka dans son mémorandum de février où il estime que le droit de participation politique des Burundais a été violé. Emile Nivasumba nous en dit plus.
Le démantèlement du parti CNL constitue l'étape finale de la restauration d'un parti unique par le régime du CNDD-FDD, selon le Sénarède, qui explique que le Congrès national pour la liberté était le dernier parti politique qui jusqu'ici paraissait jouer encore le rôle de l'opposition à l'intérieur du pays. Selon cette plateforme de l'opposition burundaise, les partis politiques d'opposition ont été soit dédoublés, soit complètement démantelés, privant ainsi une grande partie de la population de son droit à la participation politique. Le Sénarède indique que dans une tentative populiste visant à rallier une majorité de la population à son parti, le CNDD-FDD n'hésite pas à raviver les divisions du passé à travers des discours haineux, stigmatisants, excluants, spoliants, humiliants et terrorisants, ce qu'il considère comme des adversaires politiques ou susceptibles de l'être. Selon cette coalition politique, les outils de réconciliation nationale tels que la commission Vérité et Réconciliation, l'institution de l'Ombudsman et d'autres conseils nationaux constitutionnels sont détournés et instrumentalisés au profit du pouvoir. Selon le Sénarède, cet état de fait est à la source de la profonde crise politique et de l'instabilité économique et sociale récurrente qui afflige le Burundi. Merci à toi, Émile Nibasumba. Le parti APDR s'inquiète que dans un proche avenir, il y aura des gens qui se retrouveront des mendiants ou des sans-abri et qui seront obligés de vivre comme à l'époque de Rubugere Guakar, n'ayant pas aucun lopé de terre pour bâtir ou cultiver. Gabriel Banzawitonde, président de la PDR, se base sur le phénomène en cours des dignitaires qui achètent à une allure inquiétante les terres des paysans. Il demande qu'il y ait une enquête pour connaître où ces hautes autorités du pays trouvent l'argent avec laquelle ils s'enrichissent aussi rapidement. Le parti APD a la crainte que aujourd'hui on constate que beaucoup de gens vendent des propriétés en grande vitesse. Mais aussi qui provoque que les gens dans les familles ont l'habitude de partager les propriétés pour les vendre, en bénéficier de l'argent. Et si on analyse bien, on trouve que beaucoup de gens qui achètent ces propriétés, ce sont des hautes autorités. À base de cela, quand on demande à qui appartiennent ces propriétés, vous trouverez que c'est une haute autorité. Donc, le parti APD crée que demain après demain, on aura beaucoup de gens mendiants, sans abri, sans cultiver, et la suite, ça sera les vols, tueries, ainsi que la mendicité. C'est pourquoi nous demandons que, si c'est possible, une loi en rapport avec la vente et l'achat des propriétés devrait être étudiée, mais aussi sensibilisation de la population pour montrer que la propriété est une richesse incontournable. C'est pourquoi aussi nous souhaitons demander qu'il faut bien analyser, voir qui achète ces propriétés. Ce n'est pas peut-être le blanchiment d'argent qu'on dit chaque jour qu'il y a des gens qui ont volé les biens publics. Dans l'ensemble, le parti APD voit que ça devrait avoir des solutions fiables, mais aussi rapides. Sinon, dans les jours à venir, on trouvera que la grande partie de la propriété du Burundi est dans la minorité des gens, alors que beaucoup de gens seront mendiants, seront sans abri et seront sans cultiver, qui va peut-être occasionner la famine au Burundi. C'était Gabriel Banzawitonde, président du parti APDR. Après une petite transition, nous poursuivons avec cette édition. Les travailleurs de la société sucrière de Mosso-Sosimo s'inquiètent du silence du gouvernement face au mauvais moment que traverse l'entreprise. Selon certains employés de la Sosimo, cette entreprise serait en train de sombrer aussi et au vu du gouvernement. Pour ces travailleurs, le gouvernement aurait tout simplement un agenda caché contre la Sosimo. Écoutez plutôt le témoignage de l'un des travailleurs de cette entreprise. Même si nous voyons qu'il semble ne pas s'en soucier, il faut que vous continuiez à crier pour que tout le monde soit au courant, même s'il ne pourrait peut-être rien sauver. La Sosimo est vraiment au bord de la faillite, mais je pense que
Le gouvernement a une part de responsabilité dans tout cela. C'est incompréhensible que de signes évidents que la campagne de production de sucre au mois de juillet prochain n'est en train d'être préparée et que le gouvernement reste sans rien faire. Il doit y avoir un agenda caché du gouvernement sur la sauce-saumon. Les dirigeants de ce pays auraient un agenda visant à laisser couler l'entreprise pour qu'elle soit privatisée et de cette façon saisir l'occasion d'y injecter les actions. Parce que si réellement la sauce-saumon est une entreprise étatique, je ne vois pas pourquoi le gouvernement ferait la sourde oreille devant autant d'alertes. Par exemple, pour le moment, les machines principales sur lesquelles tournent les usines sont en panne, alors que les mécaniciens experts ne viennent toujours pas. Ces machines sont entre autres la chaudière, le turbin alternateur. Le turbo alternateur transforme en énergie électrique le gaz produit par la chaudière. On avait des turbos alternateurs. L'un était là pour remplacer l'autre en cas de panne, mais l'un des deux est en panne et a même été démonté. Mais même le cerf qui reste n'est pas en bonne forme. L'on avait annoncé que des experts blancs allaient venir le réparer, mais ils ne viennent toujours pas. Les commerçants qui exercent leurs activités dans le quartier Ruziba, zone Kanyosha, mairie de Bujumbura, s'insurgent contre les responsables locaux du parti CNDD-FDD qui les contraignent à toujours contribuer pour ce parti. Ces commerçants indiquent que les Imbonerakure qui collectent cet argent leur signifie que ces contributions sont pour le parti CNDD-FDD tout court. Le point avec Elodie Divermesh. Ces contributions exigées ces derniers jours par des Imbonerakure au quartier Ruziba de la zone Kanyosha sont sollicitées beaucoup plus chez les commerçants ayant des boutiques. Selon une de nos sources dans cette localité, la contribution exigée est estimée à 5 000 francs burundais. Aucun motif n'est donné par ces Imbonerakure au moment de la collecte de ces contributions, poursuit notre source. Ça fait des jours qu'on assiste à cette situation. Les Imbonerakure en possession des documents portant le logo du CNDD-FDD collectent de l'argent dans les boutiques et chez d'autres commerçants de la place. Aucune explication n'est donnée à propos de ce que va servir cet argent, sauf que c'est contribuer pour ces activités du parti au pouvoir. L'ordre émane de la présidence du parti à l'échelle nationale et par conséquent donc, il y a un montant que chaque quartier doit contribuer. Le traitement diffère selon les appartenances politiques. Un commerçant qui n'est pas membre du parti CNDD-FDD est malmené plus que celui qui l'est. Il n'y a pas de sélection pour celui qui contribue ou celui qui ne contribue pas. Mais s'ils se rendent compte que celui qui n'est pas membre du CNDD-FDD est en train de se faire des bénéfices avec son commerce, celui-là contribue à ce faisant crier dessus, plus que celui qui est membre du parti au pouvoir. La somme à contribuer n'est jamais connue car elle change d'un moment à l'autre, ce qui frustre plus d'un parmi ces commerçants qui quittent leur domicile pour chercher de quoi faire vivre leur famille. Le problème majeur est qu'ils nous forcent à contribuer en nous menaçant alors que nous autres sommes en train de travailler pour nourrir nos familles. On dirait qu'ils sont prêts même à faire tout pour t'obliger à contribuer. Ceci étant différent de ce qui s'est passé hier, quand ils étaient également en train de collecter de l'argent pour contribuer à l'ouverture de la permanence du quartier Kizingwe-Bihala. Hier, au moment de la collecte de l'argent, ils étaient agités et avaient des matraques en main. Ils semblaient être prêts à frapper quiconque s'opposerait à eux. Ces habitants du quartier Ruziba et ses environs demandent donc aux autorités administratives de la zone Kanyosha en particulier et ceux de la commune Muha en général de faire arrêter la collecte de ces contributions forcées. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Devote Ndaitenga qui dirige la commune de Muha pour qu'elle s'exprime là-dessus. Merci à toi, Eloge Divermesh. Bouclons cette édition sur cette triste nouvelle. Notre confrère Jumi Elvis Vizigiro n'est plus de ce monde depuis ce jeudi.
Il était historien et fournissait surtout à la population des informations en rapport avec l'histoire et la culture burundaise. La radio publique africaine exprime sa sympathie à la famille biologique du défunt, à toute la famille des journalistes du Burundi, ainsi qu'à nos confrères du magazine Jimbere, dont il était président et membre fondateur. Que son âme repose en paix. C'est sur cette page nécrologique que prend fait cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagit. Au revoir.